Salut Internet, bienvenue sur un nouvel épisode de M-Tarmac. Dans cet épisode spécial, on vous parle de la Clio 4. On s'est dit que c'était le moment de vous en parler parce qu'il y a bientôt la Clio 5 qui sort et on se posait la question, est-ce que vaut mieux acheter une Clio 4 d'occasion ou attendre la Clio 5? Là, on attaque le style global de la Clio, hein, il n'a pas beaucoup changé. Donc, comme je vous le disais, des feux standards sur ce modèle qui est une entrée de gamme avec les LED qui apparaissent ici au lieu d'être intégrés en forme de C ici dans les feux pour suivre le style global de la Renault Mégane qui a inauguré cette nouvelle ligne stylistique chez Renault. Bon, ensuite, c'est des codes stylistiques qu'on connaît, hein, le logo très proéminent à l'avant, un capot relativement nervuré sur les bords. Une belle bouille arrondie, hein, très adaptée à l'urbain. Ici, nous sommes sur une version avec jantes en acier équipées d'enjoliveurs. Souvent, vous retrouverez ça sur les entrées de gamme ou sur les véhicules destinés au marché émergent, Afrique, Asie du Sud-Est, etc. Là, on voit un petit peu cette carrosserie, donc tout en rondeur, hein, avec le galbe standard qu'on connaît. Normalement, cette partie-là inférieure est censée avoir un petit accastillage chromé, mais c'est seulement sur les versions supérieures. Comme je vous avais promis de vous parler un peu des accastillages sensibles, l'un des plus sensibles, c'est la trappe à essence. Donc là, comme vous pouvez le constater, on se les fait voler sur cette voiture-là. Donc facile à retirer, facile à voler, avec des pièces qui se revendent très facilement, surtout dans les marchés parallèles, marché noir. En parlant des feux, donc les feux arrière n'ont pas changé, toujours avec ce joli style bien designé qui s'adapte bien et qui correspond bien au style de la voiture. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pièces qui sont un peu bombées par rapport à la carrosserie, donc qui sont un peu exposées. Vous voyez, ici on a subi un petit dégât sur ce véhicule-là, qui est, je pense, dû au stationnement, hein, sans me tromper, sans hésiter, je le dis, pour la simple raison qu'on remarque ici un petit frottement, automatiquement un impact aussi là de frottement, ce qui a compressé une pièce qui est moulée en plastique et qui nous amène à avoir alors une petite chose comme ça. Vous voyez ce petit gap là qui est là, donc qui a dû sortir de son emplacement, pousser sur le feu, créer ces points de force et faire exploser le feu arrière à ce niveau là. Bon, c'est pas méchant, mais c'est quand même des pièces qui coûtent leur prix, pas très cher, mais qui à force d'en changer peut devenir embêtant. Ce petit coin là qui saute aussi sous l'effet du contact, puisque c'est un angle pointu contre l'angle de la carrosserie qui est opposé. Bon, là, vous savez, bon, ça c'est inhérent aux grandes villes, hein, comme vous pouvez le constater, vous avez des petites rayures, des petites choses qui apparaissent. Ici, on est sur une version DCI diesel, pas écolo et pas ami de la planète, mais bon, pour des soucis d'économie, le monde tourne encore au DCI. Je vous le dis avec cet air-là parce que moi-même je suis un amoureux des moteurs essence. Il faut parler un peu de tout et de savoir ce qui se passe dans l'actualité automobile. Là, on reprend les codes stylistiques toujours de Renault, hein, le gros nom proéminent en lettres chromées avec le logo. Un bel arrière, un porte-à-faux abaissé, un seuil de chargement pas très élevé, petit béquet intégré avec un feu stop, troisième feu stop qui est aussi joli tout à fait. Sur des versions plus équipées, vous pouvez trouver des feux comme celui-là qui sont en général teintés ou qui sont surlignés d'une ligne chromée pour certains modèles qui se trouvent en général juste là. Donc globalement, je pense qu'on a fait le tour du style extérieur. Si, une jolie chose que j'aime bien aussi qui était apparue sur des Alfa Romeo et qui a repris Renault, en l'occurrence les poignées qui ont disparu du flanc de porte pour laisser une ligne beaucoup plus épurée et faire place à des poignées qui sont intégrées au niveau de la petite lucarne de coin qui est en général à l'arrière du carreau arrière de la porte arrière passage. Gros point de fragilité aussi concernant les rétroviseurs, spécifiquement les répétiteurs de clignotants qui sont placés ici. Faites attention au moindre contact avec un autre véhicule, un autre rétroviseur ou éventuellement une partie fixe dans votre garage ou quoi que ce soit. Il peut facilement exploser sous l'effet de la force. Vous voyez d'ailleurs la trace ici. Dans mon cas, c'était un contact avec une autre voiture, je pense. Hein, vu que le véhicule était stationné, je ne saurais pas vous dire. Je vous l'annonçais donc dans notre début de vidéo, je vous parle aujourd'hui de la Clio 4. Nous sommes aussi à l'intérieur cette fois-ci pour vous parler de la Clio 4. Cette Clio 4, pourquoi tout particulièrement dans cet épisode? Pour vous parler de comment elle vieillit. Vu que la Clio 5 sort bientôt, nous avons décidé dans cet épisode particulier de vous parler de la Clio 4 et de vous dire si c'est une bonne affaire ou pas d'acheter ce véhicule maintenant en occasion ou d'attendre plutôt la Clio 5. Donc ici à bord, nous sommes dans une finition standard, d'accord, une finition entrée de gamme, équipée d'une boîte manuelle, ici. Cette finition a un intérieur qui est entièrement en tissu, d'accord. Bon, ça peut avoir des commodités en termes de facilité de nettoyage, etc. Par contre, en termes de vieillissement, le rendu n'est
pas terrible, bien que celui-ci reste en très très bon état, hein, vu l'âge du véhicule. Ce véhicule nous a été prêté par une entreprise collaboratrice et c'est un véhicule qui a 3 ans déjà, qui a 65 000 km plus ou moins, vous pouvez le constater ici sur le tableau de bord. D'accord ? Nous avons fait ce petit tour d'horizon intérieur afin de vous montrer un peu comment vieillissent les matériaux sur ce type de véhicule. Ici, nous sommes en présence de matériaux plastiques extrêmement durs, d'une solidité à toute épreuve, c'est un fait, mais qui ont un vieillissement qui commence à prendre un peu de poussière, qui nécessite un nettoyage plus récurrent et qui commence à ternir au soleil, sous l'effet bien sûr de l'encrassement et d'une conduite d'un véhicule en ville. Ici, au niveau des boutons d'accastillage, on peut remarquer que le revêtement qui est censé couvrir cette partie-là commence à se décrocher un petit peu, ce qui est peut-être logique, dû à tout simplement le lavage, le nettoyage récurrent et ou bien sûr la sueur des mains, ce qui est tout à fait logique et naturel. Le haut du tableau de bord, comme vous pouvez le constater aussi dans un matériau plastique toujours, ici, vous voyez, on remarque des petites traces persistantes qui sont dues peut-être des fois au soleil, des fois. Néanmoins, ça résiste extrêmement bien aux intempéries, surtout dans un pays comme le nôtre qui est un pays chaud, c'est-à-dire le Maroc. Et vous savez, il fait souvent très soleil et des fois plus de 300 jours par an, donc c'est tout à fait naturel. Nous passons ici maintenant à quelques accastillages intérieurs. Bon, globalement, ça vieillit bien, c'est correct, c'est solide, ça tient dans le temps, hein, vous voyez. J'ai un petit point particulier concernant cette carte. Je ne suis pas fan de la carte. C'est une carte avec laquelle on ne prend pas facilement ses habitudes et c'est toujours compliqué vu qu'on a tendance à la faire tomber. Des fois on l'a dans la main et on ne sait même pas pourquoi on l'a parce qu'on a tendance à oublier que c'est une clé de voiture. En ce qui concerne l'instrumentation intérieure, là il n'y a rien à dire. Ce revêtement laqué est tout à fait résistant, hein. On va dire qu'après nettoyage etc. il mérite bon, un petit nettoyage régulier, mais à part ça il résiste bien dans le temps, c'est assez correct. Là, le volant, lui c'est un cas particulier parce qu'il est souvent en contact des mains. Là, c'est un véhicule qui nous a été prêté par une société de location, donc de nombreux conducteurs. Mais ça laisse quand même présager un petit souci de vieillissement ici au niveau du matériau qui compose le volant. On voit que c'est un caoutchouc, mais on voit quand même des petites parties qui peuvent partir à terme avec les frottements, etc. Des gens qui ont des bagues, etc. Les gens qui font des travails manuels, qui ont des mains un peu rugueuses. Bah, écoutez, un peu comme ça, hein. Et puis voilà. Donc oui. Globalement, le volant peut être éventuellement à changer au bout de 3 ans. Nous allons plus tard faire un test en vidéo dynamique pour vous montrer un peu comment se comporte la voiture. Je vous montre un peu en dessous de ce qui se passe en dessous de tapis de sol. Bon, le revêtement, une moquette assez solide, hein, qui dure dans le temps, même, qui résiste très bien même. Les pédaliers, quant à eux, sont de très bonne facture, hein, on est d'accord. C'est pas ce qui est le plus joli, c'est un fait. On n'est pas dans une hypercar non plus, mais ça résiste bien dans le temps. Ici, on va vous montrer un peu l'état du plafonnier, hein, pour une voiture qui a souvent été conduite par des fumeurs. Vous pouvez voir vous-même, hein, bon, ça ternit un petit peu, ça se salit un petit peu, mais bon, globalement, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Les sièges arrière, quant à eux aussi, hein, très bonne facture, très bonne qualité toujours. Un tissu très résistant, facile à entretenir, facile à nettoyer. Bon, globalement, un bon véhicule, hein, faut dire les choses comme elles sont. Contrairement à la 3e génération de la Clio 4 qui, elle, avait peut-être un petit souci de fiabilité, on peut dire qu'ici, dans ce cas-là précis, la Clio 4 a marqué de très bons points auprès des consommateurs. Et ce qui annonce peut-être plus tard une très bonne rentabilité peut-être pour la Clio 5 et pour toutes ces versions, vu que ça commence à devenir un best-seller de chez Renault depuis un moment. Oui, je vous le disais tout à l'heure en milieu de vidéo, quand on a parlé de la clé, une clé, c'est plutôt une carte. Cette carte-là, je pense que d'ailleurs Renault, sur d'autres modèles, a remigré vers le système à clé ou vers le système à clé plus conventionnel parce que ça fait bizarre, on a tendance à ne pas savoir ce qu'elle fait dans la poche, à la confondre avec une carte de crédit, à la faire tomber, elle encaisse mal les chocs. Bon. C'est peut-être un éclair de génie d'un designer ou d'un ingénieur qui a voulu peut-être donner une image un peu plus marquée à cette Renault, mais pas forcément des plus agréables ni des plus efficaces, on est d'accord. Encore moins avoir une carte accrochée à un porte-clés comme cette fente qui a été faite pour ça, j'ai du mal quand même. Une chose un peu incongrue chez Renault, il y a ce bouton-là qui est le bouton de... Alors attendez, qui est le bouton de contrôle cruise ou plutôt de limitateur de vitesse. Alors là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont placé là ? Écoutez, de formation d'ingénieur, d'amoureux de mécanique, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ils l'ont placé là. Est-ce qu'il agit directement sur la boîte à vitesse? J'ai un doute. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de place pour le mettre au tableau de bord? Là encore, j'ai un doute, hein. Un petit bouton aurait suffi. D'ailleurs, ils auraient pu le mettre là, à côté
à côté des boutons d'éclairage, etc. Attendez, je vais vous montrer ça, parce que voilà, à côté de ces boutons-là d'éclairage, de tableau de bord, etc. Ouais, il aurait pu être là. Mais bon, ça c'est Renault quoi. Ici nous sommes en face de la phase d'allumage de l'écran de info divertissement. Bon, ça prend quand même quelques secondes avant qu'il puisse afficher l'intégralité de ses fonctionnalités, hein, c'est normal je pense. Voilà, donc vous passez de l'écran Renault directement à un écran où vous pouvez avoir les 6 volets essentiels de la gestion du véhicule. Comme je vous l'ai montré précédemment dans la vidéo, le Drive-in Economy, la navigation, on revient toujours par là, les réglages comme vous l'avez vu déjà, et en haut c'est la radio, les médias et le téléphone. Quand je dis téléphone, c'est médias et téléphone vont ensemble, hein. Quand vous pouvez connecter le téléphone, vous pouvez connecter les médias aussi. Nous vous le disions donc chers amis, nous sommes à bord de la Clio 4 de 4e génération, comme son nom l'indique. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit 4, parce que c'était la 4e génération, mais bon, c'est la magie du tournage de vidéo vlog. Nous sommes à bord de la Clio 4, donc aujourd'hui on fait un petit tour d'horizon. Comme vous l'avez compris au début de vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de la Clio 4. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette voiture maintenant? Écoutez, je vais vous le dire tout simplement parce que bientôt on va avoir le loisir d'avoir la Clio 5 qui arrive ici sur le marché marocain. On s'est dit ce serait exactement le beau moment pour faire une review de la voiture et peut-être se dire est-ce que l'achat d'une Clio 5 toute neuve est une bonne idée? Bien sûr ça doit l'être, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, est-ce que ce serait intéressant de s'orienter vers une Clio 4 d'occasion? Nous sommes à bord ici d'une Clio 4 comme je vous l'ai indiqué qui a déjà 3 bonnes années, hein, 3 ans et demi, qui a 65 000 km. Et comme vous l'avez vu en tout début de vidéo, quand nous parlions, on était encore au garage, on parlions de matériaux et de qualité ressentie des matériaux. Là nous sommes à la phase essai dynamique. Vous allez m'accompagner pendant mon petit trip pour aller à la salle. Et puis je vous expliquerai grosso modo ce que je ressens sur la voiture. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture que j'ai eu l'occasion de conduire depuis un moment du fait de mon travail, du fait du domaine dans lequel je travaille. Oui, c'est une bonne voiture, hein, il n'y a rien à dire. Sur le point de vue consommation, sur le point de vue entretien, facilité d'entretien, disponibilité des pièces et tout ce genre de petites choses, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une voiture qui répond aux exigences des citadins qui ont des fois besoin de faire quelques trajets périurbains ou interurbain, mais globalement c'est une bonne voiture. La consommation n'est pas très élevée. Quand je dis pas très élevée, je vais vous parler en termes beaucoup plus simples, parce que quand on dit 3 litres au 100, 4 litres au 100, je sais que des fois ça parle pas à tout le monde. C'est très simple, écoutez, on va dire que la voiture est vide, vous êtes sur un réservoir vide, vous êtes aiguille de carburant qui est en bas carrément, vous voyez. Là c'est presque le quart. Alors le quart ça représente 50 dirhams. Je traduis pour ceux qui vivent dans d'autres pays, il s'agit de 5 euros. 5 euros, moins un peu plus, un petit 4,90 ou quelque chose comme ça. 4,90 représente le quart du réservoir. Le quart. Bien sûr, il faut prendre en considération la réserve, parce que on va dire qu'un plein, ça doit tourner autour des 20 euros. D'accord. Donc 200 et quelques dirhams. Une voiture qui marche relativement bien, hein, très bonne accélération. Le 1,9 litre est assez bon répondant. Je disais que le 1,9 litre avait du répondant. J'étais en train de m'endormir tout à l'heure, j'avais pas encore avalé mon café. Veuillez m'excuser. Donc je disais le 1,9 litre a un très bon répondant, hein, c'est correct, hein, ça pousse relativement bien jusqu'à sans exagération, sans pour autant être contre nos amis de la marée chaussée, mais ça pousse jusqu'à un bon 160-180 facilement. Puis après on peut monter jusqu'à un petit 200. Après j'encourage personne à le faire avec ce genre de voiture, ni encore à le faire de manière générale si vous n'êtes pas sur un circuit fermé ou si vous êtes en présence de pilotes qui sont expérimentés toujours sur un circuit fermé. Donc là vous pouvez mieux voir le volant comme je vous disais la dernière fois. Donc oui, effectivement, peut-être à changer ou à recouvrir, remettre une petite couche de cuir chez un sellier, hein, chose qui ne coûte pas très cher, hein, rapidement. Globalement la voiture est assez bien, je vous laisse regarder un petit peu derrière, vous voyez, bon j'ai des petites affaires, ne vous en formalisez pas, mais les coussins restent propres, c'est bien, c'est facile à entretenir, c'est un petit coup de lavage, un petit coup de chiffon et hop on n'en parle plus. Bon, pour ceux parmi vous qui ont des produits, c'est toujours pas mal pour nettoyer ses sièges, hein, on est d'accord, et surtout éviter d'exposer le véhicule au soleil.
Nous vous le disions donc, l'intérieur n'a pas beaucoup changé comparé à la version qui n'était pas restylée. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, hein, j'ai envie de dire. C'est une combinaison qui marche relativement bien. Donc oui, on peut partir du principe que Renault a décidé de garder une ambiance connue chez les consommateurs, hein. Ce levier qui vieillit relativement bien, hein, la qualité du matériau ne s'est pas estompée dans le temps. Pourtant, les gens conduisent avec des bagues en général, ils ont souvent des bracelets, etc. En général, ça a tendance à marquer ces petites pièces-là. Les molettes qui sont, elles, liées à la climatisation sont de très bonne facture, hein, il n'y a rien à dire, hein. L'instrumentation musicale est correcte. Bon, on n'est pas dans un foudre de guerre ni dans un studio de cinéma, on est d'accord, elle n'a pas cette vocation-là. Mais globalement, la voiture est assez bonne. Nous vous le disions donc, une suspension perfectible sur cette voiture. Mais ne pas oublier bien sûr que c'est des amortisseurs qui ont déjà 3 ans et 60 000 km. Vu la qualité de l'asphalte, ou devrais-je dire tarmac, du tarmac, pour vous rappeler le nom de la chaîne si vous voulez vous inscrire et mettre un pouce bleu, c'est tout à fait normal et logique. Ce qui est sûr, après une expérience comparative, si je devais conseiller aux gens d'acheter la Clio 4, je vous conseillerais la boîte manuelle en tout état de conscience. Pour la simple raison qu'après avoir essayé la boîte automatique, je trouve qu'elle a un comportement un peu saccadé, un peu sautillant. C'est pas la boîte automatique qu'on connaît sur les grosses berlines allemandes ultra confortables équipées d'un double embrayage. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal, elle fonctionne relativement bien. Mais une fois qu'on cherche à la pousser dans les tours, ça commence à gueuler un petit peu, ça commence à patiner un petit peu. Je conseillerais fortement la boîte manuelle pour des raisons d'entretien dans le futur et de durabilité. Maintenant, au bout de quelques jours de roulage, je peux vous dire que la qualité perçue du roulage est assez bonne, hein. La voiture répond efficacement à ce qu'on attend d'elle, hein. Franchement, elle le fait suffisamment bien. En ce qui concerne le fonctionnement global, il est clair que l'intérieur de l'habitacle est un petit peu bruyant. Mais je pense que c'est naturel et inhérent à des voitures citadines à la vocation urbaine, sans essayer de taquiner la perfection. Nous croisons ici une très belle Ferrari 812 TDF, hein. Ça c'est beau, ça c'est bon. On aura peut-être l'occasion de la mettre dans une prochaine vidéo, on verra, hein. On n'en est pas encore là. Mais bon, donc je disais, la voiture est assez agréable. Bon, les bruits de caisse, les bruits de suspension, les bruits moteurs sont assez présents dans l'habitacle, c'est normal, hein, c'est normal. Faut pas non plus demander à être plus royaliste que le roi. Nous continuons cette vidéo de roulage de nuit afin de vous donner nos impressions sur la Clio 4 toujours. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici dans une version diesel, une version de 90 chevaux en moteur DCI, d'accord. Et nous avons le loisir d'avoir la ville de Casablanca au Maroc pour terrain de jeu. Donc cette voiture s'insère parfaitement dans l'entourage, hein, et dans son entourage et parmi les voitures qui circulent ici à Casa. C'est une voiture très plébiscitée, la majorité des gens l'aiment bien. Donc comme je vous le disais, dans cette version ici, nous sommes en entrée de gamme. Donc oui, la voiture ressent un petit peu les à-coups du temps. Excusez-moi cette manœuvre un peu malencontreuse, mais bon, la conduite à Casa est assez spéciale. On fera peut-être une vidéo d'ailleurs pour parler de ça, peut-être au cours dans une vidéo spéciale. Donc je vous disais, l'amortissement est perfectible, mais bon, c'est normal, le véhicule a 64 700 km. Donc oui, peut-être des amortisseurs à changer. L'embrayage qui commence des fois à glisser un petit peu sur certaines pentes. Bon, ça c'est normal aussi, hein, c'est dû à la conduite, les clients différents qui se succèdent sur la voiture. Excusez mes prises de vue pour l'instant encore un petit peu rocambolesques, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps. Donc comme je vous le disais, la voiture est équipée d'un petit système de calcul embarqué qui nous permet de connaître notre façon de conduire. Bon, je me doute que la précision ne doit pas relever de la télémétrie de l'ingénierie, on est d'accord, hein. Mais bon, ça nous permet aussi d'avoir une petite notation avec des étoiles pour savoir un peu comment vous conduisez en termes d'accélération, de levier. Bon, peut-être l'appui au levier, peut-être quelque chose comme ça. Je ferai une recherche plus poussée et je vous parlerai un peu de quoi il s'agit, hein. Ça doit y avoir sûrement une explication vu que c'est là. On peut revenir là sur le Driving Experience. On a aussi le bilan du trajet. Bon, vous pouvez avoir des consommations détaillées, vous pouvez avoir la distance sans consommation. Distance sans consommation. Ouais, je suis tout aussi étonné que vous. Ah oui, d'accord, distance en roulage, peut-être en poids mort ou en profitant de l'inertie du véhicule. C'est vrai que sur le coup, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Donc ouais, ça peut être une instrumentation assez sympathique pour ceux parmi vous qui sont les plus écolos. Si bien sûr, on peut être écolo en conduisant un diesel, hein, ça reste tout relatif. Donc oui, voilà, c'est des informations qui peuvent servir. Voilà, on passe sur le mode qu'on avait tout à l'heure.
Donc oui, pas mal, assez sympathique, très lisible, très lisible. Ici, on revient sur l'instrumentation de base, bon, avec des applications, une bonne réactivité tactile de l'écran. Le pavé est assez sympa, on peut passer ici sur la musique. Ah bah, je disais que le pavé était sympa, mais bon, peut-être que je me trompais. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de téléphone qui est connecté, on est d'accord. Là, ça marche relativement bien, on est d'accord, hein, il n'y a pas trop de... Ici, vous avez tous les réglages pour les périphériques. Le véhicule est équipé d'une prise USB et de toute la connectivité Bluetooth nécessaire, hein, on est d'accord. On a aussi une assez bonne navigation après le petit message qui vous demande d'accepter les conditions, etc. On est d'accord, hein, c'est pour des raisons de sécurité. Voilà, une relative bonne indication. Les rues sont assez fidèles. Moi qui suis né et qui vis à Casa, je peux vous dire que les rues sont assez fidèles, les tracés sont assez fidèles. Bon, après, tout est perfectible dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo de la Clio 4 vous aura intéressé sur notre chaîne mTarmac. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On vous remercie, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous encourager. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt Internet.